l'âge de 7 ans, je rencontrai Poe, ce qui fixa mon goût pour toujours. Si tant est que soit concerné le sujet et l'ambiance approximative de la fiction. D'une manière ou d'une autre, je ne parviens pas à m'intéresser véritablement à quoi que ce soit qui ne suggère pas d'incroyables merveilles juste au coin de la rue. Des villes glorieuses et éthérées, aux toits dorés et aux terrasses de marbre au-delà du coucher du soleil, ou de vagues et faibles présences cosmiques s'agrippant sinistrement à la fine bordure où l'univers connu rencontre l'abîme extérieur et impénétrable. Bienvenue dans les Échos d'Arkham, un podcast dédié au jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Je suis accompagné par mon ami Guillaume, un autre passionné de ce jeu emblématique du paysage rôliste. Salut Guillaume. Salut Kevin. Comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Ça va, hein. Première pour un épisode un peu spécial. Effectivement, déjà on se retrouve dans encore un nouvel endroit. On se retrouve aujourd'hui à enregistrer chez toi. Oui, oui. Bienvenue chez moi, chers auditeurs. Et puis le sujet d'aujourd'hui est un petit peu différent. Dans l'introduction, j'ai redit l'introduction classique, c'est-à-dire un jeu de rôle, un podcast dédié au jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un petit peu différent parce que on va parler plutôt d'une chronique. Oui, en quelque sorte, c'est un premier hors-série en fait. C'est ça. Et du coup, quel serait le sujet de ce hors-série ? Cet épisode spécial marque une première collaboration extérieure de notre podcast. Les éditions du 81 ont eu en effet la gentillesse de nous faire parvenir un exemplaire de leur ouvrage qui s'appelle « De vagues fragments d'un rêve dans lequel je n'ai rien à faire ». Faire un épisode sur cet ouvrage nous semblait donc un juste retour des choses, d'autant qu'il s'inscrit dans une actualité Lovecraftienne récente vu qu'il est sorti en mars de cette année. En mars, oui, c'est ça, je crois. Le 5 avril 2024. Voilà, donc le 5 tout début avril, oui, plutôt. Donc tout d'abord, merci à eux de nous faire confiance et de nous avoir fait ce plaisir de nous confier un service presse que du coup tu t'es fait le plaisir de lire. Voilà, j'ai pris quelques semaines à lire, alors un petit peu à noter. Il ne s'agit pas d'un ouvrage de jeu de rôle, mais d'une compilation de 86 lettres écrites par le maître de Providence entre 1927 et 1929. Elles sont inédites en France et traduites par Vincent-Pierre Angouillan. C'est donc plutôt un ouvrage qui intéressera ceux et celles ayant un intérêt biographique pour Lovecraft. Et non pas un intérêt direct pour le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Après, on pourrait dire que les personnes qui jouent à l'Appel de Cthulhu peuvent, de façon générale, quand même être intéressées par Lovecraft et ses écrits. Oui, d'ailleurs, je crois que c'est... moi, ça a été mon cas, mais je pense que c'est assez classique quand on commence à y jouer de commencer à lire des nouvelles. Et puis, pourquoi pas des recueils de lettres comme celui-là pour découvrir... l'homme au-delà des œuvres. Et dans ce recueil, nous découvrons ces lettres envoyées par Lovecraft à une petite quinzaine de correspondants. Ce sont essentiellement des amis, mais aussi des élèves ou son éditeur, par exemple. On y découvre d'ailleurs un Lovecraft bien différent de l'image du reclus de Providence, ténébreux et tourmenté. C'est plutôt un homme amical, tourné vers les autres, prêt à s'émerveiller, sensible à la beauté d'un paysage ou d'une architecture. On est d'ailleurs surtout marqué par son humour, sa grande culture et par sa capacité d'autodérision dont il fait preuve. Moi, je me rappelle que la découverte de l'homme au-delà de l'œuvre, je l'avais eu quelques années après avoir lu les premières nouvelles, en lisant un petit ouvrage qui s'appelle Night Ocean, où il y avait, alors je crois pas que c'était des lettres, mais c'était plutôt des articles critiques,
où on voyait à quel point ça pouvait être un homme plein d'humour. Alors, quand on reprend ces lettres, son ton diffère selon les correspondants. Il passe par exemple d'une amicale complicité avec James F. Morton, qui est un vieil ami et avec qui il y a une relation à la fois très amicale et très proche, à une docte pédanterie avec ses élèves comme Zealia Bishop, ou à une vraie joie presque potache avec ses jeunes protégés comme Frank Belknap Long. En gros, j'ai regroupé ces lettres en 4 types différents, même si en fait ces genres se recoupent parfois. Il arrive que dans une lettre qu'il écrit à un ami, il parle de son travail, et puis par ailleurs il fait des digressions sur l'art en général, et puis il y a aussi des lettres où il parle de ses rêves. Donc en gros, on a ces 4 thèmes, ces 4 types de lettres. Les lettres aux amis, qui évoquent sa vie quotidienne, ses visites, ses goûts. Ces lettres de travail ou sur le travail, parce que c'est un sujet qui revient assez souvent dans les lettres de Lovecraft. Elles nous permettent de suivre l'édition des grandes œuvres du maître éditées à cette époque. Alors des œuvres qu'il, la plupart du temps, il a déjà écrites et sont soit en cours d'édition, soit éventuellement qu'il espère faire rééditer. On peut parler par exemple de La couleur tombée du ciel, de L'Appel de Cthulhu, de La clé d'argent. Il y a également des lettres sur les nouvelles qu'il est en train d'écrire, comme L'Abomination de Dunwich. Les lettres que j'ai indiquées comme les lettres de l'artiste et du maître, où Lovecraft devient pédagogue. Il y développe son avis sur l'art en général, la littérature fantastique en particulier, et puis même sur d'autres types de littérature, enfin même sur d'autres types d'art que la littérature, comme la peinture, voire l'architecture. Et puis même éventuellement, d'ailleurs, ça lui arrive aussi d'avoir des digressions sur la science ou sur la politique. Mais généralement, tout cela, c'est pour exposer sa façon de voir et pour conseiller, pour donner des conseils d'écriture à des gens qui considèrent un petit peu comme des élèves. Et enfin, la 4e, c'est la description de ses rêves, où Lovecraft confie ses visions nocturnes à ses amis. Pour continuer, je vais dire qu'on ne peut qu'être admiratif du travail de Vincent-Pierre Angouillan sur la traduction de ses lettres. Tant le style particulier de Lovecraft est rempli de jeux de mots, y compris dans des langues anciennes comme le grec et le latin, de néologismes ou de références parfois obscures à des auteurs ou des scientifiques de son temps. Il fait souvent référence en fait à des romans et puis même plus généralement des auteurs qui ont complètement disparu de la mémoire collective alors qu'ils étaient très à la mode, dont on parlait à son époque. Donc Vincent-Pierre Angouillan, le traducteur, a toujours l'élégance de se retirer devant l'auteur en nous renvoyant sur le thème original, sur le terme original en note de bas de page pour nous laisser juger de la valeur de sa traduction. Il y a des mots par exemple comme antiquarian qu'il va utiliser régulièrement et qui peuvent avoir différents sens. En fait, ça veut dire un amateur d'antiquité, à la fois comme objet, mais aussi dans le sens littérature classique, auteur grec ou romain, et puis même amateur de l'Antiquité en tant qu'histoire, en tant que période historique. Donc c'est un terme qui peut être difficile à traduire, parfois par archéologue, parfois par lettré ou par classiciste. Donc, comment il l'a traduit, lui? Donc il le traduit avec différents termes? Voilà, exactement. Ça change à chaque fois, et puis chaque fois, il indique que le mot à la base utilisé, c'est antiquarian. En français, est-ce que c'est un mot qui n'existe pas, antiquarien, par exemple? Moi, en fait, le plus souvent, j'aurais tendance à le traduire par classique, dans le sens où, jusque dans les années 1950, il y avait une éducation, une littérature classique
qui faisait que déjà même les élèves en collège et en lycée apprenaient le latin, le grec, les auteurs anciens. Et c'était ce qu'on appelait en France justement les classiques, les lettres classiques. Et c'est un peu de cela à quoi Lovecraft veut faire référence. C'est tout simplement une référence à une éducation qui est très basée sur les textes de l'Antiquité et sur une certaine admiration du monde gréco-latin. Alors, pour en revenir aux correspondants de Lovecraft, il y a 86 lettres qui sont reprises dans cet ouvrage, mais qui s'adressent à seulement 14 correspondants. Donc, 2 d'entre eux n'ont reçu qu'une seule lettre. D'ailleurs, je ne parlerai pas tellement d'eux. 5 d'entre eux entre 2 et 5. 3 entre 6 et 10. Et 4 plus de 10. C'est James F. Morton, dont j'ai déjà cité le nom, qui en détient la palme, avec 13 lettres reçues. Ces échanges, d'ailleurs, nous donnent une vision assez claire de la relation du maître avec ses correspondants. Lovecraft y est tour à tour ami dévoué ou mentor attentionné ou fournisseur de services scrupuleux. On va, si tu le veux bien, faire un petit tour de ces relations par ordre décroissant du nombre des lettres, parce que ça aussi c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est de découvrir ces correspondants. C'est d'ailleurs un des seuls petits bémols. J'aurais bien aimé avoir une notice biographique des différents correspondants. Il y a parfois des notes en bas de page sur eux, mais pas toujours. Et je me dis, ça aurait peut-être été pas plus mal 2 pages à la fin qui indiquaient qui était qui, parce que la plupart de ces correspondants sont quand même un peu connus. Ou même en introduction de la lettre, ça aurait pu être aussi intéressant. Ouais, ça aurait pu l'être. Alors, je ne sais pas si c'est une idée à donner aux éditions du 81, parce que là, on va parler des lettres envoyées par Lovecraft, mais il y a également tout à la fin une lettre reçue par Lovecraft. Si je ne dis pas de bêtises, c'est une lettre envoyée par Frank Belknap Long. Et ça pourrait être aussi intéressant un jour d'éditer la correspondance reçue par Lovecraft, si on a pu en retrouver quelque chose envoyé par ses amis ou par sa femme, parce que je crois avoir compris que une partie de la correspondance avec Sonia Green a survécu. Oui, alors je crois que de son côté, elle a tout brûlé, de ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça. Mais du coup, peut-être que les lettres que lui a reçues d'elle, on peut peut-être encore les retrouver peut-être à la bibliothèque Horn. Non. Je confonds avec... la bibliothèque de l'université Brown. Ouais. C'était Brown. Ouais. Ah, ça, encore un petit jet de bibliothèque qu'on pourrait faire à la bibliothèque Horn de l'université de Miskatonic. Mais je crois que alors ça c'est un sujet, on en reviendra peut-être un de ces jours. Sonia Green, elle avait écrit un petit livre sur sa relation avec Lovecraft après la Deuxième Guerre mondiale, je crois dans les années 50 peut-être, enfin pas mal de temps après sa mort, et le sujet est peut-être abordé. On avait parlé il y a quelque temps d'une bande dessinée sur Lovecraft qui s'appelle Le Dernier Jour de Howard Phillips Lovecraft, si je dis pas de bêtises, où on parle de Sonia Green, et en fait à travers les écrits des biographes, on a l'impression que c'était une affreuse personne, et moi j'avoue que je suis un peu revenu là-dessus. Je regrette de ne pas encore avoir lu son livre où elle parle de sa relation avec Howard Phillips Lovecraft. Alors, ces 14 correspondants, qui sont-ils ? On va commencer
donc par ordre décroissant du nombre de lettres, par James Ferdinand Morton. Et oui, celui dont on a déjà parlé. C'est un ami fidèle de longue date de Lovecraft. Pourtant, leurs opinions sont à l'opposé sur de nombreux points. Morton est anarchiste, antiraciste, libre-penseur et défenseur de l'amour libre. Découvrez-le sur Wikipédia, par exemple. Ça a l'air d'être un homme absolument passionnant. Bien loin du très conservateur Lovecraft. Donc c'est un membre épinant du Calem Club. Il a soutenu Lovecraft pour obtenir la présidence de l'Association nationale de presse amateur. C'est aussi un minéralogiste renommé et les exemplaires de pierre, les exemplaires géologiques que Lovecraft trouve pour lui font l'objet d'une partie de leur correspondance. Ensuite, alors un nom assez célèbre, c'est celui de Clark Ashton Smith, c'est-à-dire CAS dans les lettres de Lovecraft. Ces lettres à Clark Ashton Smith commencent par tout simplement Cher Cass. C'est un élève et ami de Lovecraft. Ils sont assez proches en âge, puisque Clark Ashton Smith est né en 1893, et en sensibilité littéraire. Clark Ashton Smith est un autodidacte qui vivra reclus et pratiquera de nombreux métiers. La reconnaissance ne lui viendra que sur le tard, après la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, nous avons Zelia Brown Reed, alias Zelia Bishop. C'est une cliente de Lovecraft qui réalisera pour elle la relecture et la réécriture de 3 nouvelles. La malédiction de Yig, le tertre et la chevelure de la méduse, qui sont à mon avis parmi ses meilleurs travaux de réécriture, Lovecraft. Elle est également l'autrice de romans d'amour et d'études historiques. Ensuite, nous avons Frank Belknap Long, là aussi que l'on a déjà cité, qui est un élève et un ami de Lovecraft, qui est aussi un membre du Calem Club et un contributeur au mythe de Cthulhu. C'est notamment lui qui a créé Cognarfogn et les chiens de Tindalos. Il habite à New York, où d'ailleurs je crois qu'il a une activité de libraire, et ça lui permet de rencontrer régulièrement Lovecraft. Ensuite, alors là, j'ai pas grand-chose à dire d'elle. C'est Elizabeth Toldridge, qui est une poétesse amatrice, vivant à San Francisco et qui était apparemment une élève de Lovecraft. Elle n'a pas laissé d'œuvres marquantes à ma connaissance. Ensuite, nous avons Wilfred Blanche Tallman, qui est un élève et ami de Lovecraft, un membre tardif du Calem Club. Il a collaboré avec Lovecraft sur l'écriture de la nouvelle Deux bouteilles noires en 1927. Il échange beaucoup avec Lovecraft sur l'héraldique. Ensuite, nous avons Farnsworth Wright, qui est l'éditeur de Weird Tales, avec qui Lovecraft était forcément en correspondance d'affaires. Même si on peut se dire que leur relation allait au-delà d'une simple relation d'affaires et qu'il y avait une réelle estime entre les deux hommes. Enfin, apparemment, une certaine estime de Lovecraft pour Farnsworth Wright. Ensuite, nous avons Bernard Austin Dwyer, qui est un ami de Lovecraft et un auteur assez peu productif. Un seul poème édité dans Weird Tales, et quelques scripts pour la radio. Comme Clark Ashton Smith ou Lovecraft, il aura diverses occupations et métiers. Donald Wandrei, qui est un élève et ami de Lovecraft, encore un, beaucoup plus jeune que lui, puisque Wandrei est né en 1918, et qui était considéré comme un talent extrêmement prometteur du fait de la précocité de ses œuvres. C'était considéré par Lovecraft comme vraiment un petit prodige. C'est un des petits-fils préférés de Lovecraft, enfin un petit-fils entre guillemets, puisque c'est comme ça qu'il les appelait. Il est le cofondateur d'Arkham House avec August Derleth, bien qu'on connaisse plus August Derleth. August Derleth, justement, est toujours un élève et ami de Lovecraft, qui est souvent considéré comme son héritier littéraire, car c'est lui qui est derrière la création d'Arkham House avec Donald Wandrei et qui se chargera de faire connaître l'œuvre du maître.
Certains considèrent d'ailleurs que Derleth a un peu trahi l'esprit de Lovecraft, un sujet qu'on abordera dans un épisode bientôt diffusé avec un interview. Bien que le Derleth ait échangé de nombreuses lettres avec Lovecraft, les deux hommes ne se sont jamais rencontrés. Et enfin, Vincent Starrett, qui est un écrivain et critique d'art et journaliste, a priori pas un élève, mais un correspondant de Lovecraft. C'est un admirateur de Conan Doyle et il écrira d'ailleurs une aventure de Sherlock Holmes. Alors, les thèmes de ces lettres, on l'a déjà dit, elles sont très variables. Elles vont de choses extrêmement concrètes. Par exemple, Lovecraft prend un immense plaisir à préparer la venue ou les voyages en compagnie de ses amis. C'est un guide attentionné qui est toujours prêt à sacrifier ses plaisirs ou même son confort au centre d'intérêt de ses visiteurs. Il prend réellement un grand plaisir à préparer leur venue, à voir où ils pourront se loger. Et il prend après leur visite un grand plaisir à raconter les échanges qu'il a pu avoir, les visites qu'il a pu faire en leur compagnie à d'autres personnes. Jusqu'aux thèmes les plus généraux, par exemple, il disserte parfois assez longuement sur l'art ou la politique. Il y a quand même certaines lubies qui émergent en dehors de son travail et de ses œuvres et qui reviennent régulièrement. Il collectionne les vieux almanachs qui, en Nouvelle-Angleterre, comme en France à la même époque d'ailleurs, étaient des éditions regroupant chaque année les bons conseils et des informations à destination des agriculteurs. Il a d'ailleurs une collection qui porte sur une bonne partie du 19e siècle, alors bien entendu aussi le 20e siècle, mais il a des exemplaires qui remontent même jusqu'au 18e siècle, même si ceux-là ne sont pas complets, puisque il y avait un almanach par an, et il n'a pas pu forcément toujours trouver l'almanach de l'année au-delà d'une certaine date, donc je pense qu'il les avait en complet jusqu'au début du 19e siècle à peu près. Il est fasciné par la généalogie et l'héraldique, qui réellement entraîne son imagination féconde à relier sa famille maternelle et paternelle à d'illustres noms de la noblesse britannique, à trouver des racines celtiques, voire romaines. Il s'entretient avec Wilfred Blanche-Thalmann, qu'il considère comme un spécialiste de ce domaine. Il entretient avec Thalmann une abondante correspondance sur le sujet. Parfois, on comprend bien que l'imagination de Lovecraft galope et qu'il fait des rapprochements héraldiques et des rapprochements de noms qui semblent un peu hasardeux. Il a une sorte de snobisme sur l'ascendance et la descendance des Phillips et des Lovecraft. Il montre une culture encyclopédique dans de nombreux sujets, la littérature, particulièrement les littératures fantastiques. C'est pas pour rien qu'il a écrit un manuel là-dessus. Il a vraiment, on voit qu'il essaie vraiment de se tenir informé de chaque sortie. En littérature fantastique et même en littérature générale, il parle d'auteurs et de romans sortis dans cette époque, y compris des romans qui, pour nous maintenant, n'ont plus aucun intérêt et dont on n'entend plus parler. Il parle également peinture, architecture, histoire, science. On peut dire quand même qu'en matière de politique et d'histoire contemporaine, ces jugements sont parfois plus erratiques. Il se prend de passion pour des mouvements politiques ou pour des choses qui se sont passées dans l'Italie mussolinienne, et puis après il est plus aussi fan. Donc on voit qu'il est un peu il change un peu d'avis sur certaines choses. De même, la politique
et comment les politiciens américains de l'époque, jusqu'au début de Roosevelt, vont réagir face à la crise. Il y a des fois des jugements qui sont des jugements, je dirais, de café du comptoir là-dessus un peu. Alors, pour reprendre les 4 catégories, je vais commencer à parler des lettres de Lovecraft comme amis. C'est sûrement les plus touchantes, et c'est celles, donc les plus touchantes sont celles, indéniablement, celles qu'il envoie à ses amis. Bien qu'il ne soit âgé que de quelques années de plus que ses correspondants, Lovecraft s'y présente comme un oncle ou un grand-père bienveillant. La sollicitude qu'il y déploie est très touchante et sans aucun doute le fruit d'une longue intimité. Il déborde de joie quand il rencontre un de ses petits-fils. Il déborde de joie avant, pendant et après. Bien sûr, le degré d'intimité et d'amitié diffère selon les personnes. Lovecraft se montre bien plus chaleureux avec Frank Belknap Long, Ron Gray ou Clark Ashton Smith qu'avec Auguste Derleth, par exemple. Lovecraft entretient ses amitiés par des lettres nombreuses, mais pas forcément longues. Il aime se rappeler à ses correspondants par des messages très courts, portant par exemple sur ses impressions lors de promenades ou de lectures, des anecdotes sur sa vie quotidienne, son travail. On comprend alors à quel point l'amitié et le jugement de ses correspondants lui sont précieux, car il doit le maintenir en permanence. Ces lettres sont également pleines d'humour, mélangeant la culture classique avec des citations ou des signatures en grec, en latin ou dans des langues contemporaines comme l'espagnol ou le français. Parfois, elles sont plus dérangeantes quand il se moque de l'accent ou du parler des Irlandais, des Italiens ou simplement des campagnards. Il peut parfois sembler hautain et rechercher des manières d'aristocrate colonial britannique, mais il montre surtout une grande capacité à l'autodérision. Alors, par rapport à son travail, Lovecraft parle régulièrement de son travail, souvent pour s'en plaindre. Il y a bien sûr des lettres qui sont des lettres de travail, notamment celles qu'il envoie à son éditeur, mais surtout le sujet du travail, de la masse du travail, est abordé au détour de lettres à ses amis. Sur la période 1927-1929, c'est une période importante pour Lovecraft. Il a évoqué des œuvres en cours de rédaction, comme L'Abomination de Nunwich, ou déjà écrites, comme L'Appel de Cthulhu ou La couleur tombée du ciel, qu'il aimerait voir, soit voir édité, soit voir réédité. Il fait quand même preuve d'une clairvoyance certaine sur la valeur de ses œuvres. Par exemple, on voit qu'il est assez fier de La couleur tombée du ciel et des effets qu'il a pu provoquer avec. La plupart du temps, quand Lovecraft parle de son travail, c'est pour s'en plaindre, c'est pour se plaindre de son contenu, de son peu d'intérêt, du caractère répétitif et épuisant des révisions, et de son caractère peu rémunérateur aussi. On comprend rapidement ce caractère peu rémunérateur quand on voit à quel point Lovecraft défend mal ses intérêts, en fait. Il insiste pour ne pas être payé, ou au moins mal payé. Il est d'une honnêteté scrupuleuse sur le coût des envois, sur son acceptation de conditions médiocres. Donc non, décidément, Lovecraft n'était pas un bonhomme d'affaires, ça semble évident. Lovecraft se voit comme un artiste et un pédagogue. Il a cette position dans certaines de ses lettres. Alors avec ses amis du Calecon Club, bien sûr, mais dans ce cas, ses avis sont généralement plus que bienveillants, voire admiratifs, quand il parle du travail de ses amis. Mais surtout, Lovecraft se voit comme un pédagogue par rapport à ceux qu'il considère comme des clients, plus que comme des amis. C'est par exemple le cas de Zelia Bishop, avec qui Lovecraft a écrit 3 nouvelles, et le cas également avec Elizabeth Toldridge,
où il se fait un peu plus professeur. Son ton devient alors plus sentencieux, voire pédant. Lovecraft y disserte longuement de la littérature fantastique, de la littérature en général, mais aussi d'art, voire de philosophie. Ses goûts classiques y sont exposés avec un rejet du modernisme qui lui fait assimiler des mouvements littéraires parfois assez éloignés, ce qui peut être assez drôle. Bien entendu, son admiration pour Poe revient régulièrement. Alors j'étais particulièrement intéressé par la correspondance avec Zélia Bishop, car j'aime bien les nouvelles écrites par cet auteur. Je vous conseille par exemple d'écouter le Tertre dans sa version audio-livre lue par Chris Givero, que vous pourrez retrouver sur son podcast Arkham Inn. Donc je vous la recommande, elle est vraiment très très plaisante. Alors c'est une nouvelle assez longue, mais à l'écoute elle est vraiment très sympa. Mais bon, malheureusement, dans ces lettres-là, Lovecraft n'expose pas les retouches ou révisions sur cette nouvelle, il n'en parle pas. On comprend qu'il en est certainement l'auteur en grande partie, parce qu'il demande tout simplement quelques points de détail sur la région où va se passer l'histoire et quelques idées par rapport au goût de l'auteur. Il a par contre des conseils sur les motivations de l'écriture, des conseils plus généraux sur qu'est-ce qui vous fait écrire et comment écrire en tant qu'auteur de littérature fantastique, et ça c'est très intéressant. Il revient globalement sur sa vision de la littérature, et ces lettres à Zélia Bishop, ça faisait partie vraiment de mes préférés dans ce recueil. Enfin, The Last but not the least, Lovecraft comme rêveur. C'était vraiment la partie qui m'intéressait le plus, de savoir quel était le contenu des rêves du créateur de la Contrée des rêves, et savoir si j'allais partir à la poursuite de Randolph Carter à la recherche de Kadat. Malheureusement, les lettres portant sur les rêves sont assez peu nombreuses, et elles n'évoquent en détail que 2 de ces rêves. Un où il rencontre d'étranges créatures dans un tramway abandonné, et un autre qui nous renvoie à l'époque romaine. Les lettres les évoquant sont assez précises, et on ne peut pas s'empêcher de penser que Lovecraft devait pratiquer l'exercice consistant à noter rapidement le contenu de ses rêves pour les garder bien frais dans ses souvenirs, tellement leurs contenus sont explicités en détail. Le rêve du tramway sera d'ailleurs repris dans la nouvelle La chose dans la clarté lunaire, et que vous pouvez retrouver dans le recueil d'Agon ou dans la nouvelle traduction. Je pense que elle est reprise dans les œuvres complètes. On y voit que Lovecraft n'a en fait presque rien ajouté à son rêve, et on apprécie cette sensation d'étrangeté créée par le décalage entre la bizarrerie de la chose dans la clarté lunaire, et la description technique très précise des rames de tramway. Le second rêve n'a pas fait l'objet d'une nouvelle, il en caresse l'idée avant de donner son rêve à ses amis pour adaptation. Donc n'hésitez pas à en faire un scénario si vous le voulez. Voilà ce que j'ai retenu de ma lecture de cet ouvrage. Ce qui est, je trouve, le plus intéressant, c'est que l'ouvrage des éditions du 81 nous invite à découvrir l'homme Lovecraft au-delà du reclus de Providence. Pour celui qui cherche une source d'inspiration pour ses scénarios, ce livre sera peut-être une déception, parce que c'est pas un livre de jeu de rôle, je le reprécise, mais par contre il est très intéressant pour celui qui veut aller au-delà des idées préconçues et rencontrer le véritable Lovecraft. Moi, en tant que maître de jeu, ça m'a plutôt fait du bien quand, peu de temps après avoir commencé le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, j'ai commencé à me renseigner sur Lovecraft. Déjà, j'ai continué à lire ses œuvres, et puis au bout d'un moment, j'ai découvert un petit peu plus qui il était, notamment à la lecture de ce recueil, la Night Ocean, et j'ai compris à quel point je m'étais fourvoyé dans cette idée de l'auteur à moitié fou. Lovecraft est souvent présenté selon 2 visions préconçues
aussi fausses l'une que l'autre. Celle du reclus de Providence, terrassé par des vérités inconcevables, à demi fou, vouant une adoration secrète aux grands anciens, et celle du raciste militant, infusant dans ses œuvres une certitude de la souveraineté de la race blanche anglo-saxonne. Lovecraft ne croyait pas plus au Yog-Sothothery, pour reprendre son expression présentée dans ses œuvres, que Bela Lugosi, l'interprète de Dracula, ne pensait réellement être un vampire. Dans les deux cas, la rumeur s'est répandue au début de leur reconnaissance publique et en ont fait une publicité qui a profité à l'œuvre. Mais rien n'était plus faux. Il n'a rien non plus d'un théoricien de l'extrême droite, même si ses divagations sur le déclin de la civilisation moderne peuvent parfois être aussi agaçantes que celles d'un vieil oncle réac au repas de famille. Il reste avant tout un homme dont la gentillesse envers ses amis et élèves transparaît pleinement dans ses lettres. En tant que gardien des arcanes ou joueur, la lecture de vagues fragments d'un rêve vous aidera dans l'appréhension de cet auteur plus complexe qu'il n'y paraît. Ils vous permettront aussi de vous immerger dans sa prose, ses descriptions de paysages ou de bâtiments, ses discours sur l'art, sa connaissance de la Nouvelle-Angleterre historique. Ils vous fourniront aussi un bel exemple d'interprétation de PNJ un peu loufoque, un antiquarian, amateur de tout, expert en rien, toujours prêt à se laisser emporter dans une cavalcade d'imagination. Donc il ne me reste plus qu'à vous conseiller une dernière fois de vagues fragments d'un rêve dans lequel je n'ai rien à faire, des éditions du 81, et à vous souhaiter une bonne lecture. Tagen.